Bonjour à tous, je suis Émilie Singerie, je suis professeure de physique-chimie dans un collège REP+ des Ardennes. Je suis également correspondante collège à l'UDPPC pour l'Académie de Reims. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la manière dont j'approche le thème de la modélisation et des interactions à travers des activités menées en classe de 5e. Donc, dans un premier temps, moi, c'est intéressant de me caler. This meeting is being recorded. De me caler, excusez-moi, dans la progression. Donc, pourquoi j'ai fait ce choix de la 5e? Le passage du monde des objets au monde des théories et des modèles n'est pas simple et va demander beaucoup d'abstraction à l'élève. Pour rebondir un petit peu sur les questions qui étaient posées précédemment, effectivement, on a deux mondes, le monde des objets, on va avoir le monde des théories et le modèle va faire le lien entre les deux. Donc, moi, j'ai choisi de regrouper un petit peu ce monde des modèles et des théories. Et ce passage, il n'est pas simple. Donc, partir sur un début de modélisation dès la 5e, permet d'avoir 3 ans au lieu de 2, où on va pouvoir poser correctement les bases et surtout l'élève va pouvoir assimiler chaque modèle qu'on va lui présenter sans trop les mélanger. Je l'avais déjà fait pour la chimie et j'avais constaté que ça fonctionnait bien. Donc, j'ai gardé cette place dans la progression. Dans une première approche, le tout premier modèle que je mettais en place avec les élèves, c'était le diagramme objet-interaction. Mais au final, avec le vécu, je ressentais que c'était bancal. J'avais cette double flèche du diagramme objet-interaction qui impliquait que j'amène très rapidement la notion d'interaction avec des actions, avec les actions réciproques. Là, c'était le début de tous les problèmes. J'avais des flèches, les élèves s'embrouillaient, ils mettaient des flèches partout sans accorder vraiment de sens, au sens de la flèche. Et ma manière d'amener les modèles, elle n'était pas aussi très claire. J'avais tendance à pas mal mélanger ce monde des objets et ce monde des modèles qui impliquait forcément pas mal de confusion. Donc, j'ai décidé sur cette séquence de reprendre un peu les bases. Donc, je me suis je me suis replongée un peu dans la lecture de certains articles. Donc, il y a des articles, notamment le livre aussi de Laurence Viennot, pas mal d'articles du BUP, René Thora, Michael Melzani pour la modélisation, Dominique Ducourant qui avait déjà fait des choses sur les forces. Également Laurence Viennot, bien sûr, qui a fait pas mal d'articles dans le BUP. J'ai aussi consulté les documents du groupe Pégase, que Cécile vous présentera plus tard. Et en grande fan des congrès nationaux de l'UDPPC, j'ai profité de l'opportunité de pouvoir rencontrer Cécile, qui est un des membres du collectif Pégase, pour parler de tous ces problèmes-là et voir si en discutant, on ne pouvait pas avoir des pistes. Donc, après des discussions très fructueuses, elle m'a rassurée sur pas mal de choses, notamment la possibilité de s'autoriser des étapes plus personnelles pour atteindre un modèle visé. Entre autres, moi, j'avais ce problème de la double flèche sur le diagramme objet-interaction et c'était pas indispensable d'y aller tout de suite. On a le droit en tant qu'enseignant de se poser aussi des étapes intermédiaires pour accéder à ce modèle. Et pour ça, du coup, j'ai mis en place des marchepieds. Donc, j'avais bien s'approprier un modèle est souvent complexe. On peut faire des étapes. Et le diagramme objet-interaction, c'est un modèle qui est puissant, mais qui nécessite finalement de maîtriser beaucoup de notions. Donc, c'est pour ça que elle m'a parlé du diagramme et finalement, je vous détaillerai ce que c'est le diagramme simplifié plus tard, mais voilà, l'idée vraiment à retenir, c'est qu'on va pouvoir fonctionner par étapes et ça passe très bien dès la 5e. Donc, j'ai aussi utilisé la méthode du schéma éclaté dont Laurence Viennot a parlé précédemment pour comprendre et visualiser les actions réciproques.
parce que c'est le seul outil qui le fait. Et du coup, c'est un outil qui est utile. Dans cette première partie, je vais donc vous présenter une séquence qui a été maniée, remaniée, qui le sera encore forcément au fil des interactions avec les élèves dans un premier temps, avec les collègues, les inspecteurs, les didacticiens, en fait, tous ceux avec qui on discute et qui font qu'au collège, surtout quand on est tout seul, on s'enrichit d'analyse et d'expérience. Donc, ce qui va suivre, c'est un travail finalement très collaboratif. Et dans une première étape, je m'attelle déjà à définir, à amener cette notion d'action mécanique. Puisque le diagramme objet-interaction, si on le décortique, on a besoin de comprendre, les élèves ont besoin de comprendre ce qui est un objet, ce qui est une action également, quels sont les différents types d'actions, contact et à distance, et aussi de comprendre les actions réciproques. Donc, ça fait quand même beaucoup de notions. On comprend bien que ce soit complexe pour eux. Donc, pour définir une action, moi, je vais rentrer dans un exemple un peu plus précis. La thématique de cette séquence, elle était plutôt sportive et je démarre avec l'étude de la slackline. Alors, c'est une activité qui a été proposée dans des éditions de manuels du livre scolaire.fr. Ça m'a beaucoup inspiré et les discussions avec les collègues de PS m'ont clairement convaincue puisque les élèves pratiquaient dans ces cours. Voilà, c'était l'occasion en physique de pouvoir reprendre les notions vues en EPS et puis éventuellement de pratiquer puisqu'on a une slackline. Donc, c'était intéressant. On peut soit pratiquer, soit visionner une vidéo. Donc, je vous ai mis le lien d'une association. Et ce qui m'intéresse dans cette slackline, c'est que je vais pouvoir en faire des captures vidéo et démarrer le questionnement élève. Donc là, j'ai deux captures. On a une première où on voit, alors là, ça a été on a schématisé par la suite, mais on voit la slackline et l'objectif, c'est de comprendre bien, définir le mot action, parce que dans le langage de la vie quotidienne, il y a des sens qui sont nombreux. Donc là, ici, je pose le questionnement élève. Qu'est-ce qui va agir sur la slackline? Donc, agir, on va avoir l'action, on va avoir l'objet, il va falloir définir correctement les choses, mais pour l'instant, je me concentre sur qu'est-ce qui agit sur la slackline. Je suis bien dans le monde des objets et je glisse doucement vers le monde des modèles grâce à la schématisation sur l'image, mais on va voir que ça nécessite d'autres étapes. Donc, assez facilement, les élèves vont me dire que c'est le personnage qui déforme la slackline. Donc, on a un objet qui va avoir un effet sur un autre objet et de là, on va amener une première approche de l'action mécanique. Alors, effectivement, là, la question a été posée précédemment. L'action mécanique, moi, c'est vrai que j'essaye de la définir comme, pas de la définir justement parce que c'est bien compliqué, mais je l'amène comme un objet qui a un effet sur un autre, sachant que l'effet est très large. Voilà. Par rapport donc à ce questionnement, je vais le poursuivre. Est-ce que d'autres objets ont un effet sur la slackline? Alors là, j'ai presque 100% des élèves qui vont répondre qui vont penser aux arbres, effectivement. Seulement quelques élèves vont penser à l'effet de l'air par contre, aucun élève ne pense à la Terre. Donc là, d'emblée, on voit qu'on a déjà deux problématiques qui se profilent, l'action de l'air et l'action de la Terre. Mais ça, je laisse le plaisir à Cécile d'essayer de s'en sortir avec ces problématiques. Elle vous en parlera par la suite dans l'atelier de tout à l'heure. Une fois que j'ai vu que finalement, je devais définir les objets qui agissent sur la slackline, je me rends compte que
cette définition de l'objet est pas simple du tout. C'est-à-dire qu'on utilise un vocabulaire en tant que physicien et physicienne qui pose problème dans le sens où il y a à la fois une représentation pour l'élève. Par exemple, pour l'élève, un objet, c'est quelque chose de solide, qui n'est pas vivant, on va pouvoir le prendre dans les mains. Tandis que pour la physique, on a quelque chose qui est beaucoup plus vaste. C'est grand, c'est petit, c'est vivant, non vivant, ça peut être immobile ou en mouvement. Donc, on voit déjà qu'au préalable, soit on le fait au tout départ, soit on le fait au fur et à mesure où les mots arrivent quand on fait le premier questionnement sur les slackline. Il va falloir prendre un temps pour bien poser le vocabulaire, le décortiquer. Que chaque mot qu'on va utiliser pour aller vers le modèle soit bien clair dans la tête des élèves. L'élève doit vraiment savoir ce que le physicien met derrière le mot objet pour ne pas être perdu et donc s'embrouiller par la suite. Donc, dans une première étape, on va poser un premier bilan élève. Ce qui va agir, c'est forcément un objet. Ça, ce sera important de le poser clairement dans un bilan et d'amener ce qu'on entend par derrière une action. Donc, c'est un objet A qui exerce son action sur un objet B et ce sera important d'appuyer aussi, je pense, sur ce vocabulaire, de bien repréciser toujours d'un objet sur un autre, parce qu'à l'usage, j'ai vraiment constaté que ce n'est pas évident, ce principe de l'action d'un objet sur un autre. Effectivement, le mot action a tellement de nombreux sens dans la vie courante que c'est indispensable de bien le recaler, notamment au niveau du bilan élève. On pose aussi le système d'études de façon à bien recentrer les objets sur lesquels on s'intéresse. Alors, une fois que j'ai bien calé une fois que j'ai bien calé ce vocabulaire, je peux entrer un peu plus dans le monde du modèle et je vais essayer de visualiser les partenaires de l'action. Alors, mon objectif visé, ce sera le diagramme simplifié. Et donc, dans ce questionnement élève, pour rentrer dans les partenaires de l'action, ça va être comment je visualise les objets qui agissent. Je les ai listés, c'est intéressant, mais moi, mon objectif en tant qu'enseignante, c'est derrière d'aller comprendre les interactions à terme. Ce qui va être important, c'est que je ne me limite pas à cette liste de mots, parce qu'il va me manquer des informations derrière. Donc, moi, ça, comment je le mets en pratique? Je fais sortir un élève dans le couloir et il doit revenir dans la classe et son objectif sera de lister assez rapidement les objets qui agissent sur le système d'études qui a été défini. Et avec le reste de la classe, je travaille la démarche de comment on va faire en sorte de visualiser les objets qui agissent sur le système défini. Alors, l'objectif, c'est pas que les choses soient bien claires. Je veux pas que les élèves aient l'impression de définir eux-mêmes le modèle. Le modèle a été établi et je sais où on va aller, mais j'ai vraiment besoin que les élèves s'approprient et essayent de comprendre les différentes étapes, les différents éléments d'un modèle. Et pour ça, j'ai trouvé que cette étape était assez utile. Donc, comment je visualise les objets qui agissent? Dans un premier temps, les élèves vont me faire des schémas. Ils restent dans le schéma. On n'a pas forcément tout le temps ce petit… en fait, je ne sais pas si vous voyez là bien correctement, mais dans un premier temps, on a juste les arbres, la slackline, le personnage, et sans forcément des petits traits.
Et quand l'élève revient, celui qui était dans le couloir arrive, il cite les arbres, du coup, il cite le personnage comme objet agissant sur la slackline, mais il me manque cette donnée par rapport à la Terre. Ensuite, du coup, deuxième tentative, on a des sortes de petits traits qui arrivent en dessous, mais c'est pareil, l'élève n'a pas l'information. Donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on a des informations qui nous manquent. On a un visuel, mais c'est difficile. Assez facilement, les élèves vont du coup passer sur une légende. Ils vont remettre des flèches comme ça, arbitraires, passer sur une légende. Et donc, moi, finalement, je leur dis, là, on a un problème, c'est qu'on est trop ancré encore dans le monde des objets. On se rend bien compte qu'on n'est pas en art plastique, la schématisation nous pose certaines difficultés et notre liste de mots ne nous amenait pas à un visuel. Donc, on passe sur une étape suivante et assez facilement, notamment parce que je sais que dans notre collège, on pratique pas mal les cartes mentales, ils vont penser à organiser un peu plus les listes de mots dans l'espace avec un système de bulles. Mais on voit, ça me permet au passage, on voit assez facilement qu'on ne met pas sous cette forme, on ne met pas forcément en avant le système d'études, donc on va le formaliser en allant souligner cette bulle. Et puis on voit qu'on ne fait pas le lien entre les différents objets alors qu'ils agissent les uns... les objets agissent sur la slackline. Donc, on glisse c'est pareil assez facilement sur un trait pour relier. Et là, de façon assez flagrante, dans presque toutes les classes, les élèves me proposent effectivement de lier personnage et slackline, arbre et slackline. Donc, toutes les actions finalement de contact sont bien listées, mais la Terre, on voit que il n'y a pas besoin de contact et qu'elle est là quand même. Et c'est l'occasion, du coup, d'amener les différents types d'actions. On se rend compte qu'il va y avoir, du coup, des actions de contact et des actions à distance. Je peaufine en précisant effectivement que cette action à distance, on va pouvoir la symboliser par des pointillés. Parfois, certains élèves y pensent en se disant il y a une relation, mais voilà, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Et j'amène doucement donc ce fameux diagramme simplifié. Simplifié, pourquoi ? Parce qu'on se remarque que je n'ai pas de double flèche encore et j'ai volontairement parlé uniquement d'action. L'action du personnage sur la slackline, l'action de l'arbre sur la slackline, l'action de la terre sur la slackline. Donc, j'ai atteint une étape intermédiaire. Alors, elle ne va être pas très longue, cette étape intermédiaire, c'est pour ça que je peux me la permettre. C'est en l'espace de 2 heures, on aura basculé sur les interactions et le diagramme objet-interaction, mais ça permet vraiment bien de caler les choses. Au niveau de l'abstraction, c'est quand même énorme si on regarde bien. On a 3 objets et ils sont réduits à une bulle qui est la même, alors qu'on a un arbre, une terre. On demande un gros travail à l'élève. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'y aller en douceur. Donc, ce diagramme, il a l'avantage d'être très rapide à mettre en place et de visualiser les objets agissants ainsi que les actions. Je vous propose un bilan élève qui permet de remettre la méthodologie, excusez-moi, pour la construction de ce diagramme. Du coup, on va pouvoir bien poser les choses. La phase d'institutionnalisation qui est partielle, mais qui est importante ici. Et je rappelle vraiment bien à l'oral qu'on est sur un marchepied. Là, on n'est pas sur quelque chose de finalisé. Assez rapidement, dans la suite de ce bilan élève, on va trouver le diagramme objet à interaction où vraiment là, les interactions interviendront. Troisième étape de ma modélisation en 5e, je vais chercher à modéliser cette fois-ci cette action.
et par la suite à la représenter. Bon, clairement, l'objectif visé, ce sera la force. Je reste toujours dans le domaine sportif, mais j'attaque sur un nouveau contexte qui est l'escalade. Les biens pratiques, en plus, on réactive les notions de sécurité en EPS parce que je vais aborder deux situations. L'assureur, qui est souligné ici, sera mon système d'études. Et je vais avoir la première situation où le grimpeur va monter sur le mur, mais c'est toujours l'assureur qui m'intéresse. Et une deuxième situation où l'assureur sera celui qui m'intéresse, mais cette fois-ci, le grimpeur va chuter. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer un peu de matériel de réforme pour remettre en place, remettre de façon plus concrète, en fait, mes élèves. Moi, je suis en REP+, donc ils ont parfois besoin de pratiquer, de revoir le visuel et pourquoi pas, par la suite, carrément aller faire le cours dans le gymnase, ça on verra. Et voilà, donc je me place sur ces deux situations. Je réinvestis les diagrammes en leur demandant de tracer les différents diagrammes simplifiés. Dans un premier temps, je demande le diagramme simplifié de l'assureur et de son équipement. Alors, je mets en italique quand le grimpeur monte parce que au départ, je l'avais amené comme ça et à l'usage avec les élèves, je me suis rendu compte que ça crée une confusion entre grimpeur et assureur. Donc, à l'oral, la situation en classe, elle est plus, voilà, le grimpeur monte et donc au niveau de la corde, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la corde, mais avec la situation en pratique, on visualise bien. Donc, on trace ce diagramme simplifié et on se rend compte, finalement, excusez-moi, qu'on a donc, est-ce que la situation est la même? On voit que les deux situations sont différentes dans le monde des objets, mais par contre, dans le diagramme que j'avais proposé, on a deux diagrammes qui sont identiques. Donc là, on se rend compte qu'on a un modèle qui est très performant, mais qui ne correspond pas à ce que je souhaite maintenant définir. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre ce que fait le bras. Si je souhaite, en fait, je vais me rendre compte que si je cherche à comprendre autre chose que les objets qui agissent sur le système d'études et les types d'actions, je suis obligée de passer à un modèle différent. Le diagramme, il est intéressant dans le sens il va permettre d'étudier la relation entre les objets, mais une fois que je veux passer au mouvement, je vais changer de modèle. Parce que je vois bien que si je cache les images, je ne peux pas, avec un diagramme simplifié, comprendre ce que fait le bras. Voilà. Donc, l'étape suivante, on va viser forcément la modélisation de l'action, c'est-à-dire la force. Et le questionnement élève, c'est quelles informations avons-nous besoin de donner dans ce nouveau modèle? On m'a dit, il manque des choses dans le diagramme simplifié. OK, j'ai besoin d'avoir quoi comme information? Donc, assez facilement, la direction arrive, sachant que c'est un terme qui est compliqué. La direction, souvent, dans le langage courant, a de nombreux sens aussi, donc il faut bien caler les choses. Ici, la direction qui est celle de la corde, c'est assez simple. Quand on faudra représenter la force, il faudra bien revenir à cette notion de droite pour la direction. Pour le sens, je reprends toujours ma situation d'escalade, mais simplement, je vais regarder si mon grimpeur, quand il monte, l'assureur doit reprendre du mou. Et s'il descend normalement le grimpeur, l'assureur, lui, son geste aura la même direction, simplement il va redonner du mou au lieu d'en reprendre et on verra qu'il pousse ou il tire sur la corde. Donc le sens arrive assez bien avec cette situation qu'est l'escalade. Et la valeur, il suffit de dire si on assure
un grimpeur de 5e ou un grimpeur de 3e, on ne va pas avoir la même valeur au niveau de la… on ne va pas avoir à tirer de la même manière, donc la valeur arrive assez facilement. On a donc 3 caractéristiques, comme c'est demandé dans le programme, et on arrive donc à ce modèle qui est de la force, qui est donc la modélisation de l'action. Cette force, c'est maintenant intéressant de pouvoir la représenter et donc avec un questionnement, quelle représentation utiliser pour faire apparaître ces informations. Je dois avouer que la flèche arrive assez facilement, notamment les notions de mouvement et… même si on n'est pas sur le même phénomène au niveau de la vitesse, on a vu que la flèche était déjà arrivée et sans même parler de la vitesse, la flèche arrive vraiment assez facilement. Comme vous l'avez vu avec Madame Viennot, on est sur un objet qui est représenté par un point puisqu'on n'est pas sur des… Donc moi, je sais bien qu'on ne sera pas sur des phénomènes, on sera que sur des phénomènes en translation. J'ai donc ici l'action de la corde sur l'assureur qui va être modélisée par la force exercée par la corde sur l'assureur. Et cette action-là, je vais la modéliser et donc la représenter par une flèche qui part de l'objet sur lequel on agit. Je demande aux élèves de retracer de retracer l'action, mais cette fois-ci dans le cas où on a le grimpeur qui chute, sachant qu'on s'intéresse toujours à l'assureur. Et j'arrive donc ensuite sur les interactions, puisque là, j'ai bien posé ma modélisation de l'action. Je peux entrer un peu plus vite dans ce qui m'intéresse au final, in fine. J'amène la notion d'interaction. Je reviens sur ma situation initiale qui est la slackline. J'avais demandé au départ qu'est-ce qui agit sur la slackline. Finalement, je vais me rendre compte que je vais poser comme question quelles sont les actions exercées par la slackline. Et assez facilement, on va avoir cette notion d'action réciproque, d'action réciproque qui arrive et je l'amène en tant que principe parce qu'il y a des des interactions qui sont assez facilement visuelles, notamment sur le contact, mais c'est vrai que sur la Terre, c'est bien plus difficile à amener. Et donc, ces interactions de contact à distance, on va pouvoir les représenter en passant cette fois-ci du diagramme simplifié au diagramme objet-interaction. Je reprends donc mon diagramme simplifié et j'y amène les doubles flèches puisqu'on voit que dans l'action, j'ai toujours je vais avoir 2 partenaires et donc des actions réciproques. Si je veux être cohérente, j'avais passé sur représenter en fait les interactions… pardon, excusez-moi. Si je veux être cohérente, il faut quand même avoir cette représentation, en fait. Je veux finaliser le travail de l'interaction et pour que l'élève comprenne bien qu'on a 2 partenaires qui vont agir pour une même action, je vais avoir l'outil du schéma éclaté qui va être intéressant. J'ai relisté la méthode du coup que vous avez découvert avec Madame Viennot et qui est reprise par les documents qu'on peut trouver sur EduSchool issus de travail du CRISP. Et moi, en 5e, je me limite qu'à l'étude d'une seule interaction. Donc, on travaille avec les élèves pour amener assez facilement cette partie-là en fait, du schéma éclaté et une fois poser des bases solides pour la suite des études des mouvements. Donc rapidement, voici quelques outils. Je travaille beaucoup avec le brouillon, j'ai un système aussi avec des ardoises. L'idée, c'est vraiment bien d'avoir en tête qu'on a, l'élève construit pour mieux s'approprier le modèle, mais construit n'est pas le mot approprié, le mot adapté. C'est vraiment l'élève on va accompagner l'élève pour qu'il comprenne bien le modèle, mais
on va poser les bases. En conclusion, je pense que c'est vraiment indispensable, enfin en tout cas pour moi en tant que prof, j'ai vraiment senti ce besoin de faire du pas à pas sur la modélisation et de construire les différentes étapes du modèle. J'ai vu vraiment une grosse différence en y allant par étapes et c'est important d'accompagner les élèves pour passer dans le monde des modèles afin qu'ils aient une appropriation plus fine de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je ne vais pas institutionnaliser le modèle, hein, il existe déjà, mais la réflexion vraiment, les élèves ne vont pas institutionnaliser le modèle, mais ils vont vraiment se l'approprier de manière plus fine. Je pense que c'est vraiment important, nous, en tant que prof, d'avoir cette étape-là avec eux. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.